Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle lecture chuchotée en lien avec Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est une vidéo qui m'a été malheureusement beaucoup demandée. La chose donc, c'est en lien avec la précédente vidéo. Donc, je te mets une petite fiche, n'hésite pas à regarder cette vidéo-là où il y a justement toutes les raisons qui fait que je n'ai pas pu faire cette lecture-là plus tôt. Donc, on s'était arrêté au chapitre 12 avec « Il fallut longtemps pour convaincre Hermione de sortir des toilettes. Mimi Géniard accompagna leur départ d'un grand rire moqueur. On va bien rigoler quand tout le monde s'apercevra que tu as une queue, s'exclama-t-elle ravie. » Donc, de ce que je m'en souviens, on était dans les toilettes des filles et Hermione, Ron et Harry avaient préparé une potion magique qui leur permettait de se transformer, si je ne me trompe pas. Donc, on va lire la suite. Alors, donc le chapitre 13 et le chapitre 14, comme d'habitude, 2 épisodes, enfin 2 chapitres pour suivre cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Ça fait longtemps que j'aurais dû la faire, je sais, je m'excuse encore, mais c'était pour de bonnes raisons. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est avec le petit en haut à droite de l'écran. Toi, tu as toutes les informations. Voilà. Concernant ça, on va attaquer. Alors, chapitre 13, un journal très intime. Hermione resta plusieurs semaines à l'infirmerie. Lorsque les autres élèves revinrent de vacances, toutes sortes de rumeurs coururent sur les raisons de sa disparition. Tout le monde pensait qu'elle avait été à son tour victime d'une agression. Les curieux se précipitaient à l'infirmerie en espérant apercevoir quelque chose, mais Madame Bonfresh avait entouré de rideaux le lit d'Hermione pour lui épargner la honte d'être vue avec un visage couvert de poils. Harry et Ron venaient la voir tous les soirs lorsque les cours reprirent et lui apportèrent chaque jour les devoirs à faire. Moi, si j'avais des moustaches de chat, j'en profiterais pour arrêter de travailler pendant que je suis à l'infirmerie, dit Ron en déposant une pile de livres sur la table de chevet d'Hermione. Ne sois pas stupide, Ron, répliqua vivement Hermione. Il faut bien que je reste au niveau. Elle n'avait plus de poils sur la figure à présent, et ses yeux reprenaient peu à peu leurs habituelles couleurs marron. Vous n'avez toujours rien de nouveau, demanda-t-elle dans un murmure pour ne pas être entendue de Madame Bonfresh. Rien du tout, répondit Harry d'un air maussade. J'étais pourtant tellement sûr que c'était Malfoy, dit Ron pour la 100e fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Harry en montrant quelque chose de doré qui dépassait dessous l'oreiller d'Hermione. Oh, une simple carte pour me souhaiter un bon rétablissement, répondit précipitamment Hermione en essayant de la cacher. Mais Ron fut plus rapidement qu'elle. Il saisit la carte et la déplia d'un geste. À Miss Granger, lut-il à haute voix, meilleurs vœux de rétablissement de la part de votre professeur attentif, Gilderoy Lockhart, ordre de Merlin, 3e classe, membre honoraire de la Ligue des défenses contre les forces du mal, 5 fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur, décerné par les lectrices de Sorcière Hebdo. Ron jeta à Hermione un regard dégoûté. « Et tu dors avec ça sous ton oreiller ?» Mais Hermione fut sauvée par Madame Bonfresh qui lui apportait ses médicaments, lui évitant ainsi d'avoir à lui répondre. Lockhart est vraiment le type le plus baradineur qu'on puisse trouver, dit Ron à Harry, tandis qu'il retournait à la tour de Gryffondor. Rogue leur avait donné tellement de devoirs à faire que Harry
plus de travail pour moi. L'entendirent-ils hurler. Il va falloir passer la soirée à tout nettoyer, comme si je n'avais pas assez à faire. Ça suffit comme ça maintenant. Je vais voir Dumbledore. Ses pas s'éloignèrent et une porte claqua. Harry et Ron passèrent la tête derrière l'angle du mur. De toute évidence, Rusard occupait son poste d'observation habituel. Il se trouvait à nouveau à l'endroit où Miss Daigne avait été attaquée. Ils virent alors ce qui avait provoqué les hurlements du concierge. Une grande mare d'eau s'étendait sur la moitié du couloir et provenait apparemment des toilettes de Mimi Géniarde. Maintenant que Rusard avait fini de hurler, ils entendaient les gémissements de Mimi à l'intérieur des toilettes. Qu'est-ce qu'elle a encore, celle-là demanda Ron. Allons voir, dit Harry. Ils traversèrent la mare d'eau en faisant attention de ne pas mouiller le bas de leur robe de sorcier et pénétrèrent dans les toilettes. Mimi Géniarde pleurait plus bruyamment que jamais. L'inondation avait éteint les chandelles et on ne voyait plus grand-chose. Les pleurs de Mimi semblaient provenir de sa cabine habituelle. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi demanda Harry. Qu'est-ce qu'il y a Qui est là Gargouilla Mimi d'une voix gémissante. Vous êtes encore venu me jeter quelque chose à la figure. Harry s'approcha de la cabine. Pourquoi est-ce qu'on te jetterait quelque chose, dit-il. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça, répliqua Mimi, qui émergea des toilettes en répandant une nouvelle flaque d'eau sur le carrelage. Je suis ici tranquille à m'occuper de mes affaires, et voilà que quelqu'un s'amuse à venir me lancer un livre à la figure. Ça ne peut pas te faire de mal quand on jette quelque chose. Ça te traverse, c'est tout, fit remarquer Harry avec raison. Mais ce n'est pas ce qu'il fallait dire. C'est ça, jetons des livres à Mimi, hurla-t-elle d'une voix aiguë. De toute façon, elle ne sentira rien. 10 points si le livre lui passe à travers le ventre, 50 points s'il lui traverse la tête. Ah ah ah, on rit, s'amuse. On s'amuse, très drôle comme jeu, mais pas pour moi. Qui est-ce qui t'a jeté un livre demanda Harry. Je n'en sais rien, j'étais tranquillement assise dans le tuyau en pensant à la mort et le livre m'est tombé dessus. Il est là-bas. Harry et Ron virent sous le lavabo un petit livre à la couverture noire et miteuse, tout aussi trempé que le reste des toilettes. Harry se pencha pour le ramasser, mais Ron l'en empêcha d'un geste. Qu'est-ce qui te prend s'étonna Harry. Tu es fou, répondit Ron. Ça peut être dangereux. Dangereux, dit Harry en éclatant de rire. Tu plaisantes, qu'est-ce que ça peut avoir de dangereux? Tu ne peux pas savoir ce qu'on trouve parfois. Papa m'a raconté qu'un jour, au ministère, il a confisqué un livre qui avait le pouvoir de rendre le lecteur aveugle. Et tu n'as jamais entendu parler des sonnets d'un sorcier. Celui qui le lisait était condamné à parler en vers pour le reste de ses jours. Il y avait même un livre qu'on ne pouvait plus jamais s'arrêter de lire une fois qu'on avait mis le nez dedans. On était condamné à tout faire d'une seule main sans jamais quitter tes yeux. Et aussi, d'accord, dit Harry. J'ai compris. Apparemment, le petit livre noir imbibé d'eau n'avait rien de particulier. Le mieux, c'est d'y jeter un coup d'œil. On verra bien ce qui arrivera, dit Harry en le ramassant. Il vit tout de suite qu'il s'agissait d'un journal intime, d'après la date qu'on arrivait encore à lire sur la couverture. Il était vieux de 50 ans. Harry l'ouvrit avec avidité. La première page portait un nom tracé dans une encre qui avait un peu pavé. T.E. Gidusor. Attends, dit Ron, qui avait jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de Harry. Je connais ce nom. T.E. Gésudor a été récompensé pour service rendu à l'école il y a 50 ans. Comment tu le sais demanda Harry étonné. Parce que, pendant ma retenue, Rusard m'a fait astiquer 50 fois l'écussion que Gésudor a reçue en récompense, répondit Ron d'un ton amer.
Si tu avais passé 1 heure à frotter un nom gravé dans du métal, tu t'en souviendrais aussi. Harry tourna avec précaution les pages mouillées du livre. Elles étaient entièrement vierges. Il n'y trouva pas la moindre ligne, pas même un rendez-vous ou une date d'anniversaire à se rappeler. Il n'y a jamais rien d'écrit là-dedans, dit Harry, déçu. Je me demande pourquoi on a voulu s'en débarrasser en le jetant dans les toilettes, dit Ron, intrigué. Harry jeta un coup d'œil au dos du livre et fit le nom d'un papetier de Vauxhall Road à Londres. Ce type-là devait venir d'une famille de moldus, dit Harry d'un air songeur, pour avoir acheté ça dans Vauxhall Road. En tout cas, on ne peut pas te servir à grand-chose. Il baissa la voix. 50 points si tu jettes à travers la tête de Mimi. Mais Harry préféra mettre le petit livre noir dans sa poche. Au début du mois de février, Hermione, débarrassée de sa fourrure, de ses moustaches et de sa queue de chat, quitta enfin l'infirmerie. Dès son retour à la tour de Gryffondor, Harry lui montra le carnet de T.E. Jedusor et lui raconta comment il l'avait trouvé. Peut-être qu'il y a des pouvoirs cachés, dit Hermione, enthousiaste en examinant le livre de plus près. Alors, ils doivent être très bien cachés, dit Ron. C'est peut-être un journal tellement intime qu'il en est devenu timide. Tu ferais mieux de t'en débarrasser, Harry. Ce qui m'intéresse justement, c'est pourquoi quelqu'un a essayé de s'en débarrasser, répliqua Harry. Et j'aimerais bien savoir quel genre de service Jedusor a rendu à Poudlard pour recevoir une récompense. C'était peut-être un élève exceptionnel, ou alors il a sauvé un professeur d'un poulpe géant, ou alors c'est peut-être lui qui a assassiné Mimi Géniard. C'était un grand service à rendre à la communauté. Mais en observant le visage songeur d'Hermione, Harry comprit qu'elle pensait la même chose que lui. Qu'est-ce qu'il y a demanda Ron, qui les regardait alternativement d'un air interrogateur. La chambre des secrets a été ouverte pour la première fois il y a 50 ans, non, répondit Harry. C'est Malfoy qui nous l'a révélé. Oui. Or, ce journal intime date d'il y a 50 ans, ajouta Hermione d'une voix surexcitée. Et alors, réveille-toi un peu, Ron, s'impatienta Hermione. On sait que celui qui a ouvert la chambre des secrets la première fois a été renvoyé de l'école il y a 50 ans. On sait aussi que T.E. Jedusor a reçu une récompense pour service rendu à Poudlard il y a 50 ans. Et si Jedusor avait obtenu cette récompense pour avoir démasqué l'héritier de Serpentard, son journal intime permettrait sans doute de tout savoir. L'emplacement de la chambre, comment l'ouvrir et quel genre de créature y est enfermée. L'auteur des agressions actuelles n'aurait pas du tout intérêt à ce qu'un tel journal traîne n'importe où. Magnifique raisonnement, dit Ron. Il y a juste un petit défaut, c'est qu'il n'y a rien d'écrit dans ce journal. Hermione sortit alors sa baguette magique de son sac. C'est peut-être de l'encre invisible, murmura-t-elle. Elle tapota 3 fois le livre noir avec sa baguette en prononçant la formule Apparition. Rien ne se produisit. Hermione ne fut pas découragée pour autant. Elle fouilla dans son sac et en retira une espèce de grosse gomme rouge vive. C'est un révélateur, expliqua-t-elle. Je l'ai acheté dans un magasin du chemin de traverse. Elle frotta vigoureusement la date du 1er janvier, mais cette fois encore rien ne se produisit. Je te le dis, on ne trouvera jamais rien là-dedans, commenta Ron. Jedusor a dû recevoir en cadeau de Noël un carnet pour écrire son journal intime, et il n'a pas eu envie de s'en servir. Voilà tout. Harry n'aurait su dire pourquoi s'il n'avait pas jeté le journal de Jedusor, tout en sachant qu'il ne contenait rien. Il ne cessait d'en tourner les pages d'un air distrait, comme s'il lisait machinalement une histoire. Harry était sûr qu'il n'avait jamais entendu le nom de T.E. Jedusor, et pourtant, ce nom semblait signifier quelque chose pour lui, comme
jamais eu d'amis avant d'arriver à Poudlard. Dudley avait toujours tout fait pour ça. En tout cas, Harry était décidé à en savoir plus sur Jedusor et le lendemain matin, de très bonne heure, il se rendit dans la salle des trophées pour examiner excusez-moi, l'écusson qui lui avait été offert en guise de récompense. Hermione trouvait l'idée excellente, mais Ron, beaucoup moins convaincu, ne cessait de répéter qu'il avait assez vu la salle des trophées pour le reste de sa vie. L'écusson doré de Jedusor était rangé dans une armoire qui faisait le coin. Rien dans l'inscription qu'il portait n'indiquait pour quelle raison il lui avait été offert, mais ils trouvèrent encore le nom de Jedusor sur une vieille médaille du mérite magique et dans une liste d'anciens préfets en chef. Ça devait être un type dans le genre de Percy, dit Ron en fronçant le nez d'un air dégoûté. Préfet en chef, et toujours le premier de sa classe, j'imagine. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça, répliqua Hermione un peu vexée. Le soleil recommençait à briller timidement sur Poudlard. Dans le château, l'humeur était moins morose. Il n'y avait pas eu de nouvelle agression depuis celle dont Justine et Nick, quasi sans tête, avaient été victimes, et le professeur Chourave annonça d'un ton réjoui que les racines de mandragore devenaient grincheuses et renfermaient, ce qui signifiait qu'elles avaient grandi. Quand elles n'auront plus d'acné, on pourra les repoter, dit-elle un jour à Russard. Après, nous les couperons, nous les ferons macérer et Miss Tenny retrouvera très vite sa santé. Et bah, il y a encore des pages. Peut-être que l'héritier de Serpentard avait fini par prendre peur, pensa Harry. Avec toute l'école en état d'alerte, il devenait de plus en plus risqué d'ouvrir la chambre des secrets. Peut-être même que le monstre s'était résolu à hiberner une nouvelle fois pendant un demi-siècle. Mais Ernie Macmillan, l'élève de Poufsouffle, ne partageait pas cette vision optimiste. Il était toujours convaincu que Harry était le coupable et qu'il s'était trahi le soir du club de duel. Pive n'arrangeait rien. Il avait pris l'habitude de surgir dans les couloirs en chantonnant « Voilà Potter la vipère » et il exécutait quelques figures de danse pour compléter le spectacle. Gilderoy Lockhart était persuadé que c'était lui qui avait fait cesser les agressions. Il avait dit au professeur McGonagall pendant que les élèves attendaient en rang devant la classe d'où venait d'avoir lieu le cours de métamorphose. Je pense qu'il ne se passera plus rien. Minerva, avait-il affirmé en se tapotant le bout du nez d'un air entendu. Cette fois, la chambre des secrets a été enfermée pour un bon bout de temps. Le coupable a dû comprendre que je ne mettrai pas longtemps à le démasquer. Il valait mieux pour lui qu'il s'arrête tout de suite avant que je ne m'en mêle sérieusement. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est trouver quelque chose qui remonte le moral des élèves, qui leur fasse oublier les mauvais souvenirs du dernier trimestre. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais j'ai ma petite idée. Il s'était à nouveau tapoté le bout du nez avant de s'éloigner à grands pas. Ce fut au petit déjeuner du 14 février qu'on découvrit l'idée de Lockhart pour remonter le moral des élèves. Harry n'avait pas dormi beaucoup en raison d'une séance tardive d'entraînement de Quidditch. La veille, lorsqu'il se précipita dans la grande salle, ils étaient un peu en retard et pendant un instant, il crut qu'il s'était trompé de porte. Les murs étaient recouverts de gros
qu'est-ce qui se passe demanda Harry en s'asseyant à côté d'eux. Trop consterné pour parler, Ron montra du doigt la table des professeurs. Lockhart, vêtu d'une robe aussi rose que les fleurs, fit un signe de la main pour demander le silence. Les autres professeurs, assis à ses côtés, gardaient un visage de marbre de l'endroit où il s'était assis. Harry voyait un muscle se contracter sur la joue du professeur McGonagall. Rogue lui avait l'air d'avoir avalé un grand verre de poussos. Joyeux Saint-Valentin, s'écria Lockhart. Je voudrais commencer par remercier les 46 personnes qui m'ont envoyé une carte à cette occasion. Comme vous le voyez, j'ai pris la liberté de vous faire une petite surprise, mais ce n'est pas fini. Lockhart tapa dans ses mains et une douzaine de nains à l'air grincheux entrèrent alors dans la grande salle. Ils étaient affublés d'ailes d'oreilles et tenaient chacun une petite harpe entre les mains. Voici les cupidons porteurs de messages, annonça Lockhart d'un ton réjoui. C'est eux qui seront chargés tout au long de cette journée de vous transmettre les messages de la Saint-Valentin. Et ce n'est pas tout. Je suis convaincu que mes collègues auront à cœur de contribuer à l'esprit de fête. Pourquoi ne pas demander au professeur Rogue de nous montrer comment préparer un filtre d'amour? Et le professeur Flitwick en sait plus que n'importe quel sorcier sur les sortilèges de séduction, le rusé renard. Le professeur Flitwick enfouit son visage dans ses mains quant à Rogue, à en juger par son regard. Quiconque lui aurait demandé de préparer un filtre d'amour se serait vu contraint d'avaler une fiole de poison par la force. Hermione, dis-moi que tu ne fais pas partie des 46 imbéciles qui lui ont envoyé une carte, dit Ron lorsqu'ils quittèrent la grande salle pour se rendre à leur premier cours. Hermione sembla soudain très absorbée par le contenu de son sac et oublia de répondre. Tout au long de la journée, les nains sillonnèrent les couloirs et entrèrent dans les classes pour délivrer leur message, au grand agacement des professeurs. Vers la fin de l'après-midi, alors que les Gryffondors changeaient de salle pour aller au cours de sortilège, l'un des nains les plus sinistres des 12 courut après Harry. « C'est toi, Harry Potter » cria-t-il en donnant des coups de coude pour écarter les autres élèves. Et régissant de la tête aux pieds à l'idée de recevoir une carte de la Saint-Valentin, devant une file d'élèves de première année dans laquelle se trouvait Ginny Weasley, Harry essaya de s'esquiver. Le nain parvint cependant à se faufiler parmi la foule et le rattrapa avant qu'il n'ait pu faire deux pas. Harry essaya de s'esquiver, mais le nain parvint à le rattraper. J'ai un message musical à transmettre à Harry Potter en personne, dit le nain en brandissant sa harpe d'un air menaçant. Non, pas ici, protesta Harry, qui tentait de s'échapper. Reste tranquille, grogna le nain. Il attrapa le sac que Harry portait à l'épaule et tira dessus pour le ramener en arrière. Laissez-moi tranquille, lança Harry en essayant de se dégager. Avec un bruit de déchirure, le sac s'ouvrit en deux, déversa sur le sol livres, parchemins, plumes et paquettes magiques. Pour couronner le tout, une bouteille d'encre se brisa dans sa chute et répandit son contenu sur tout le reste. Harry s'efforça de tout ramasser avant que le nain ne se mette à chanter. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» lança alors la voix traînante de Draco Malfoy. Avec des gestes fébriles, Harry fourra ses affaires dans le sac déchiré, essayant désespérément de s'enfuir avant que Malfoy n'entende le message qui lui était destiné. « Qu'est-ce que c'est que ce chahut ?» s'écria la voix familière de Percy, qui arrivait à son tour sur les lieux. Paniqué, Harry voulut prendre ses jambes à son cou, mais le nain le saisit par
s'asseyant sur les chevilles de Harry. Voilà ton message chanté. Ses yeux sont verts comme un crapaud au frais du matin. Ses cheveux noirs comme un corbeau. Il est divin. C'est mon héros, c'est mon roi. Je voudrais tant qu'il soit à moi. Celui qui a convaincu et vaincu. Le seigneur des ténèbres à main nue. Harry aurait volontiers donné tout l'or de Gringotts pour pouvoir disparaître à l'instant même, s'efforçant vaillamment de rire avec les autres. Il se releva pendant que Percy faisait de son mieux pour disperser la foule des élèves dont certains pleuraient de rire. Allez-vous-en, filez d'ici, ça fait 5 minutes que la cloche a sonné. Rentre en classe, dit-il, chassant quelques-uns des plus jeunes élèves, et toi aussi, Malfoy. Soudain, Malfoy se pencha et ramassa quelque chose. Il montra sa trouvaille à Crabbe et Goyle, et Harry se rendit compte alors qu'il s'agissait du journal de Gédusor. Rends-moi ça, dit Harry sans s'énerver. Je me demande ce que Potter a écrit là-dedans, dit Malfoy, qui n'avait pas remarqué la date inscrite sur le carnet. Un grand silence tomba. Ginny, terrifiée, regardait alternativement Harry et le petit livre noir. Rends-lui ça, Malfoy, dit Percy d'un ton sévère. Pas avant d'avoir regardé ce qu'il y a dedans, répliqua Malfoy. En tant que préfet, commença Percy, mais Harry avait perdu patience. Expelliarmus, s'exclama-t-il en sortant sa baguette magique. Le journal s'envola aussitôt des mains de Malfoy et Ron le rattrapa avec un grand sourire. Harry, s'écria Percy, il est interdit de pratiquer la magie dans les couloirs. Je vais être obligé de faire un rapport. Mais Harry était bien trop content d'avoir marqué un point contre Malfoy pour se soucier des conséquences. Malfoy avait l'air furieux et lorsque Ginny passa devant lui pour rentrer en classe, il lui lança d'un ton méprisant. Je crois que Potter n'a pas beaucoup apprécié ton message de la Saint-Valentin. Ginny se cacha le visage dans les mains et se précipita dans la salle de classe avec un grognement. Ron sortit à son tour sa baguette, mais Harry arrêta son geste. Inutile de passer encore 1 heure à vomir des limaces. Ce fut au début du cours suivant que Harry remarqua quelque chose d'étrange. Tous ses livres étaient tachés de l'encre rouge qui s'était répandue en tombant de son sac, sauf que le journal de Gédusor, ses pages étaient tout aussi immaculées qu'auparavant. Alors que l'encre avait également coulé dessus, il voulut montrer le phénomène à Ron, mais celui-ci avait à nouveau des ennuis avec sa baguette magique, qui laissait échapper de grosses bulles violettes. Et il n'était pas d'humeur à se préoccuper d'autre chose. Ce soir-là, Harry alla se coucher avant les autres pour examiner à nouveau le journal de Gédusor, et aussi parce qu'il ne supportait plus d'entendre Fred et George lui chanter sans cesse. Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin. Assis sur son lit à baldaquin, il prit une plume et un encrier et laissa tomber une goutte d'encre sur la première page du petit livre noir. Pendant un instant, la tache d'encre brilla sous ses yeux, puis elle disparut soudain, comme aspirée par le papier d'un geste fébrile. Harry reprit alors sa plume et écrivit « Je m'appelle Harry Potter ». Tout comme la tache, les mots tracés sur le papier brillèrent un instant puis disparurent à leur tour. Mais un instant plus tard, d'autres lettres se formèrent sur la page, comme si elles suintaient du papier, et la phrase suivante, écrite de la même encre, apparut sous les yeux de Harry. Bonjour, Harry Potter. Je m'appelle Tom Gédusor. Comment as-tu trouvé mon journal ? Point d'interrogation.
Ces mots disparurent également, mais Harry eut le temps d'écrire. Quelqu'un a essayé de le jeter dans les toilettes. Il attendit avec impatience la réponse, qui ne tarda pas à apparaître. Heureusement que j'ai consigné mes souvenirs avec quelque chose de plus durable que l'encre, mais j'ai toujours su que certaines personnes feraient tout pour que ce journal ne soit jamais lu. Que voulez-vous dire? Écrivit Harry d'une écriture tremblante d'excitation. Je veux dire que ce journal contient le souvenir d'événements horribles qui se sont produits au collège Poudlard et qui sont toujours restés cachés. Je suis un élève du collège, écrivit aussitôt Harry, et des événements horribles sont en train de se produire également. Savez-vous quelque chose sur la chambre des secrets? La réponse de Gisdusor ne se fit pas attendre. Son écriture était devenue précipitée comme s'il voulait se dépêcher de dire tout ce qu'il savait. Bien sûr que je sais quelque chose de la chambre des secrets. À mon époque, on nous disait que c'était une légende, qu'elle n'existait pas. Mais c'était un mensonge. Quand j'étais en 5e année, la chambre a été ouverte et le monstre a attaqué plusieurs élèves. Il a fini par en tuer un. J'ai réussi à prendre sur le fait celui qui avait ouvert la chambre et il a renvoyé. Mais le professeur Tippett était directeur en ce temps-là. Il avait tellement honte de ce qui s'était passé qu'il m'a interdit de révéler la vérité. On a dit que la fille qui était morte avait été tuée dans un accident inexplicable. Ensuite, on m'a donné un bel écusson gravé à mon nom pour me récompenser en m'ordonnant de ne jamais rien dire. Mais je savais que le drame pouvait se répéter. Le monstre était toujours vivant et celui qui avait le pouvoir de le libérer n'était pas en prison. Harry écrivit si vite qu'il faillit renverser sa bouteille d'encre. La même chose est en train de se produire. Il y a eu 3 agressions et personne ne semble savoir qui en est responsable. Quel était le coupable la dernière fois? Je peux te le montrer si tu veux, répondit Gédusor. Comme ça, tu verras par toi-même, sans être obligé de me croire sur parole. Je peux t'emmener dans mon souvenir du soir où je l'ai surpris. Harry hésita, la plume en l'air. Que voulait dire Gédusor? Comment était-il possible d'emmener quelqu'un dans un souvenir? Il jeta un coup d'œil anxieux à la porte du dortoir. Lorsqu'il regarda à nouveau le journal, une nouvelle phrase était inscrite sur le papier. Tu veux que je te montre? Harry hésita encore une fraction de seconde, puis écrivit. Ok. Les pages du journal se mirent alors à tourner toutes seules, comme sous l'action d'une rafale de vent, et s'immobilisèrent à la date du 13 juin. La petite case dans laquelle la date était inscrite se transforma en une sorte de minuscule écran de télévision. Les mains un peu tremblantes, Harry approcha le livre de son visage pour coller un œil contre cette petite fenêtre, et soudain il se sentit basculer en avant tandis que la fenêtre s'élargissait. Un instant plus tard, il plongeait tête la première. À travers cette ouverture, emporté dans un tourbillon d'ombre et de couleurs, bientôt il sentit à nouveau un sol dur sous ses pieds. Il se releva, tremblant de tout son corps et entouré de formes floues qui retrouvèrent brusquement leur netteté comme à travers un objectif qu'on aurait mis au point. Il reconnut immédiatement l'endroit dans lequel il se trouvait, cette pièce ronde au mur recouvert de portraits. Somnolent, c'était le bureau de Dumbledore, mais l'homme assis derrière la grande table n'était pas
soleil se couchait. Le sorcier retourna à son bureau, se rassit et se tourna les pouces, les yeux fixés sur la porte. Harry regarda autour de lui et ne vit ni fume sec, le phénix, ni les étranges instruments qu'il avait entendus bourdonner dans le bureau de Dumbledore. Il se trouvait dans la salle de Poudlard que Jedusor avait connue, et le sorcier assis à la table était le directeur en exercice à l'époque. Harry, lui, était devenu une sorte de fantôme que les gens d'il y a 50 ans ne pouvaient pas voir. Quelqu'un frappa à la porte du bureau. Entrez, dit le vieux sorcier d'une voix faible. Un garçon qui devait avoir environ 16 ans poussa la porte et ôta son chapeau pointu. Un insigne de préfet brillait sur sa poitrine. Il était plus grand que Harry et aussi lui avait des cheveux d'un noir de niger. Ah, c'est vous, j'ai du sort, dit le directeur. Vous vouliez me voir, professeur Tippett, demanda Jedusor. Il sembla mal à l'aise. Asseyez-vous, dit le sorcier. Je viens de lire la lettre que vous m'avez envoyée. Ah, Jedusor s'assit, les mains étroitement serrées, l'une contre l'autre. Mon garçon, dit le sorcier d'un ton bienveillant, il m'est impossible de vous autoriser à rester à l'école pendant l'été. Vous ne pouvez vraiment pas rentrer chez vous pendant les vacances. Non, répondit aussitôt Jedusor. Je préfère de beaucoup rester à Poudlard plutôt que de retourner dans ce... Je crois que vous habitez dans un orphelinat de Moldu pendant les vacances. C'est bien ça, dit le sorcier d'un air intéressé. Oui, monsieur, répondit Jedusor en rougissant légèrement. Mais vous êtes né de parents moldus. Moitié, répondit Jedusor, père moldu, mère sorcière. Et vos parents sont tous les deux. Ma mère est morte peu de temps après ma naissance, monsieur, à l'orphelinat. On m'a dit qu'elle avait vécu juste assez longtemps pour me choisir mes prénoms. Tom, qui était le prénom de mon père, et Elvis, qui était celui de mon grand-père. Tippett hocha la tête d'un air compatissant. Normalement, on aurait pu s'arranger pour vous garder ici cet été, dit-il, mais dans les circonstances présentes, voulait dire toutes ces agressions. Harry sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine, et il s'approcha encore un peu de peur de manquer la moindre parole. C'est cela, en effet, reprit le directeur. Mon garçon, vous devez comprendre qu'il serait déraisonnable de ma part de vous autoriser à rester au château à la fin du trimestre compte tenu de la récente tragédie qui a eu lieu, la mort de cette malheureuse jeune fille. Vous serez beaucoup plus en sécurité dans votre orphelinat. Pour tout dire, le ministère de la Magie envisage même de fermer l'école. Nous n'avons malheureusement toujours pas réussi à savoir où se situait la source
soudainement prit une décision. Il s'éloigna à grands pas, toujours suivi par Harry. Lorsqu'ils surent atteint le hall d'entrée, un sorcier de haute taille à la longue barbe et aux cheveux châtains roux appela Gédusor. « Que faites-vous à vous promener si tard dans le château, Tom ?» Harry regarda le sorcier bouche bée. C'était Dumbledore avec 50 ans de moins. « Je suis allé voir le directeur, monsieur, » répondit Gédusor. « Dépêchez-vous d'aller vous coucher, » dit Dumbledore en jetant à Gédusor un de ces regards pénétrants que Harry connaissait bien. Mieux vaut ne pas traîner dans les couloirs depuis que... Il poussa un profond soupir, souhaita bonne nuit à Gédusor et s'éloigna. Gédusor attendit qu'il ait disparu, puis se dirigea vers l'escalier qui descendait dans les cachots. Harry sur ses talons. Contrairement à ce qu'il espérait, Gédusor ne le conduisit pas dans un passage secret, mais dans la salle où Rogue donnait ses cours de potions. Les torches n'étaient pas allumées, et lorsque Gédusor referma la porte en la laissant très légèrement entrebâillée, Harry ne vit plus que sa silhouette immobile qui surveillait le couloir. L'œil collé contre l'ouverture, Harry eut l'impression de passer au moins 1 heure à attendre, ainsi sans que rien ne se produise. Il commençait à trouver le temps un peu trop long lorsque quelque chose bougea enfin de l'autre côté de la porte. On vit quelqu'un avancer dans le couloir et passa devant la porte du cachot où il se tenait à l'affût. Gédusor, silencieux comme une ombre, écarta la porte, se glissa dans l'entrebâillement et suivit l'inconnu. Derrière lui, Harry marchait sur la pointe des pieds, oubliant que, de toute façon, personne ne pouvait l'entendre. Pendant environ 5 minutes, ils suivirent les bruits de pas qui résonnaient un peu plus loin, puis, soudain, Gédusor s'immobilisa. L'oreille tendue, Harry entendit alors une porte grincer et quelqu'un parlait dans un murmure rauque. « Allez, viens, dit la voix. Il faut te sortir de là. Allez, viens. Dans la boîte. » La voix parut familière aux oreilles de Harry. Tout à coup, Gédusor se précipita en avant. Harry le suivit et vit la silhouette sombre et massive d'un jeune homme accroupi devant une porte ouverte. Une grosse boîte était posée sur le sol. « Bonsoir, Rubeus, » lança vivement Gédusor. Un jeune homme claqua la porte et se releva. « Qu'est-ce que tu fiches ici, Tom ?» Gédusor s'approcha. « C'est fini pour toi, dit-il. Je vais être obligé de te dénoncer. Rubeus, ils veulent fermer l'école si les agressions continuent. Qu'est-ce que tu... Je ne crois pas que tu avais l'intention de tuer qui que ce soit, mais les monstres ne sont pas faciles à domestiquer. J'imagine que tu as dû le laisser sortir pour se dégourdir un peu. »« Je n'ai jamais tué personne, » s'écria le jeune homme, le dos contre la porte. Derrière le panneau, on entendait un drôle de bruissement accompagné d'une sorte de cliquetis. « Allez, viens, Rubeus, » dit Gédusor en s'approchant encore. « Les parents de la fille qui s'est fait tuer vont arriver demain. Le moins qu'on puisse faire, c'est abattre la chose qui l'a tué. » « Ce n'était pas lui, » rugit le jeune homme. « Jamais il n'aurait fait ça, jamais. Écarte-toi, » ordonna Gédusor en sortant sa baguette magique. Il fit jaillir une flamme aveuglante qui illumina le couloir et la porte s'ouvrit brusquement avec une telle force qu'elle projeta contre le mur la silhouette massive du jeune homme. Dans l'encadrement de la porte apparut alors quelque chose qui arracha à Harry un hurlement perçant que lui seul put entendre. C'était un long corps bas hérissé de poils, avec un enchevêtrement de pattes noires, des yeux innombrables qui brillaient dans l'obscurité et une paire de pinces aiguisées comme un rasoir. Gédusor leva à nouveau sa baguette, mais il ne fut pas assez rapide. La chose s'enfuit en le jetant à terre au passage, fila le long du couloir et disparut. Gédusor se releva et brandit une nouvelle fois sa baguette, mais le jeune homme lui sauta dessus,
la lui arracha des mains et le projeta à terre en hurlant « Non !» Tout se mit alors à tourner. L'obscurité devint totale. Harry se sentit tomber comme dans un gouffre et se retrouva allongé sur son lit, les bras en croix, le journal de Jedusor ouvert sur son ventre. Avant qu'il ait eu le temps de reprendre son souffle, la porte du dortoir s'ouvrit et Ron entra. « Ah, tu es là, dit-il. » Harry se redressa, tremblant et couvert de sueur. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'inquiéta Ron. « C'est Hagrid, répondit Harry. Hagrid a ouvert la chambre des secrets il y a 50 ans. Voilà pour la fin du chapitre 13. Et le chapitre 14 s'intitule Cornelius Fudge. Allez, on se retrouve avec le chapitre 14. Cornelius Fudge. Harry, Ron et Hermione savaient depuis toujours que Hagrid avait malheureusement un faible pour les créatures géantes et monstrueuses. Au cours de leur première année à Poudlard, ils avaient essayé d'élever un dragon. Il avait essayé d'élever un dragon dans sa cabane, sans parler de l'énorme chien à 3 têtes, baptisé Touffu, qui n'était pas prêt d'oublier. Si, au temps où il était élève à Poudlard, Hagrid avait entendu parler d'un monstre caché dans le château, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il ait tout fait pour le découvrir et l'apprivoiser. Sans doute scandalisé par la longue captivité de la créature, il avait dû estimer qu'elle méritait bien de dégourdir un peu ses nombreuses pattes. Harry imaginait très bien Hagrid, à 13 ans, essayant de passer au monstre un collier et une laisse, mais il était également certain que jamais Hagrid n'aurait cherché à tuer quelqu'un. À présent, Harry regrettait presque d'avoir découvert le secret du journal de Jedusor. Inlassablement, Ron et Hermione lui firent répéter jusqu'à la nausée ce qu'il avait lu. Les conversations qui s'ensuivaient et qui tournaient en rond rendaient tout aussi malade. Peut-être que ce n'était pas Hagrid le coupable, suggéra Hermione. Peut-être que c'était un autre monstre qui attaquait les élèves. Tu crois qu'il y a tellement de monstres dans ce château, répliqua Ron d'un ton maussade. On a toujours su que Hagrid avait été renvoyé, dit Harry consterné, et les ségressions ont dû cesser après l'expulsion de Hagrid. Sinon, Jedusor n'aurait pas obtenu sa récompense. Ron essaya les agressions ont dû cesser après l'expulsion de Hagrid, sinon Jedusor n'aurait pas obtenu sa récompense. Ron essaya de voir les choses sous un angle différent. Ce Jedusor me fait penser à Percy, dit-il. Et d'abord, qu'il lui a demandé de dénoncer Hagrid. Mais Ron, le monstre avait tué quelqu'un, fit remarquer Hermione. Et Jedusor aurait été obligé de retourner dans un orphelinat de Moldus si Poudlard avait été fermé, dit Harry. Je comprends qu'il ait préféré rester ici. Ron se mordit les lèvres. Tu as rencontré Hagrid dans l'allée des embrumes, n'est-ce pas, Harry? Risqua-t-il. Il cherchait un produit contre les limaces, répondit aussitôt Harry. Il eut un très long silence, puis d'une voix hésitante, Hermione aborda la question cruciale. Vous croyez qu'on devrait aller voir Hagrid et lui parler de tout ça? Ce serait joyeux, comme visite, répliqua Ron. Bonjour Hagrid, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez lâché dans le château un monstre sanguinaire et poilu ces derniers temps? Finalement, ils décidèrent de ne rien dire à Hagrid, sauf s'il y avait une nouvelle agression. Les jours passèrent sans que la voix désincarnée se manifeste à nouveau, et ils avaient à présent l'espoir de ne jamais avoir à lui demander pourquoi il avait été renvoyé.
Il y avait maintenant près de 4 mois que Justin et Nick, quasi sans tête, avaient été pétrifiés et tout le monde ou presque semblait convaincu que l'agresseur, quel qu'il fût, avait définitivement renoncé à agir. Peeves s'était lassé de ses Potter la vipère et Ernie Macmillan lui-même s'était montré aimable avec Harry pendant le cours de botanique. Au mois de mars, les racines de Mandragore organisèrent une fête bruyante et endiablée dans la serre numéro 3. Le professeur Jourave en fut enchanté. Dès qu'elles commencèrent à sortir de leur peau pour se rendre visite les unes aux autres, ce serait le signe qu'elles ont atteint la maturité, dit-elle à Harry. Nous pourrons alors ramener à la vie les malheureux qui ont été pétrifiés. Lorsque Pâques arriva, les élèves de deuxième année eurent de quoi réfléchir pendant leurs vacances, car le moment était venu pour eux de choisir les matières qu'ils souhaitaient étudier en troisième année. Bien entendu, Hermione prenait le sujet très au sérieux. C'est déterminant pour notre avenir, dit-elle à Harry et Ron, en examinant la liste des options proposées. Moi, en tout cas, ce que je veux, c'est abandonner les cours de potions, dit Harry. Impossible, dit Ron d'un air sombre. On est obligé de garder les matières fondamentales, sinon j'aurais laissé tomber la défense contre les forces du mal. Mais c'est très important, protesta Hermione, ulcérée. Pas de la façon dont l'enseigne Lockhart, dit Ron. La seule chose qu'il m'ait apprise, c'est qu'il ne faut pas libérer des lutins en cage. Neville Londubat avait reçu des lettres de tous les sorciers et sorcières de sa famille, qui lui donnaient des conseils différents sur les matières qu'il devrait choisir. Désemparé et inquiet, il restait assis à lire la liste des options, la langue sortant de sa bouche, demandant l'avis de tout le monde. L'arithmancie paraissait plus difficile que l'étude des anciennes runes. Dean Thomas, lui, comme Harry, avait été élevé par des moldus, finit par fermer les yeux et pointa sa baguette magique sur la liste et choisit des matières qu'elle avait désignées. Hermione ne demanda l'avis à personne et prit tout en même temps. Harry eut un sourire en pensant à ce que diraient l'oncle Vernon et sa tante Pétunia s'ils essayaient de parler avec eux de sa carrière dans la sorcellerie. Il n'était pas en manque de conseils cependant. Percy Weasley ne demandait qu'à lui faire partager son expérience. Tout dépend de tes objectifs, Harry, dit-il. Il n'est jamais trop tôt pour penser à l'avenir. Je te recommanderais donc de prendre la divination. On dit que l'étude des moldus n'est pas une option très intéressante, mais personnellement, je pense que les sorciers devraient avoir une bonne connaissance de ceux qui ne le sont pas, surtout s'ils pensent travailler en contact avec eux. Regarde mon père, par exemple. Il a sans arrêt affaire à des moldus. Mon frère Charlie aime le grand air. Il a donc choisi les soins aux créatures magiques. Tu dois te déterminer en fonction de tes dons, Harry. La seule chose pour laquelle Harry était vraiment doué, c'était le Quidditch. Il finit donc par prendre les mêmes options que Ron. Comme ça, s'il avait des difficultés à suivre, il aurait au moins un ami pour l'aider. Le prochain match de Quidditch devait opposer l'équipe de Gryffondor à celle de Poufsouffle. Des séances d'entraînement eurent lieu tous les soirs et la veille du match, Harry estima que jamais les chances de Gryffondor de remporter la coupe n'avaient été meilleures. Son humeur joyeuse fut de courte durée. Cependant, en haut des marches qui menaient au dortoir, il tomba sur Neville Londubat, qui semblait dans tous ses états. « Harry, dit-il, je ne sais pas qui a fait ça, j'ai trouvé. » Neville poussa la porte du dortoir en regardant Harry d'un air apeuré. Harry vit aussitôt que sa valise avait été vidée et son contenu jeté en tous sens. Sa cape déchirée était étalée par terre, draps et couvertures avaient été arrachés de son lit et les tiroirs de sa commode retournés sur le matelas. Stupéfait, Harry s'approcha du lit, piétinant quelques pages de randonnée avec les drôles. Tandis que, avec l'aide de Neville, il remettait les couvertures sur son lit, Ron, Dean et Simus arrivèrent en même temps.
Dean poussa un juron d'une voix tonitruante. « Qu'est-ce qui s'est passé, Harry ?»« Aucune idée, répondit celui-ci. Ron examina les vêtements répandus alentour. Toutes les poches avaient été retournées. Celui qui a fait ça cherchait un objet précis, dit-il. Il y a quelque chose qui te manque. Harry rassembla ses affaires et les remit dans sa valise. Ce fut seulement lorsqu'il eut rangé le dernier livre de Lockhart qu'il sut ce qu'il avait disparu. Le journal de Gédusor n'est plus là, chuchota-t-il à l'oreille de Ron. Quoi? Harry fit un signe de tête en direction de la porte du dortoir et Ron le suivit en dehors. Ils redescendirent en hâte dans la salle commune qui était à moitié vide et rejoignirent Hermione, occupée à lire dans son coin. Lorsqu'ils surent raconter ce qui s'était passé, Hermione eut l'air atterrée. « C'est forcément un élève de Gryffondor qui l'a volé, dit-elle. Personne d'autre ne connaît le mot de passe. Exactement, approuva Harry. Le lendemain, il faisait un soleil radieux et une petite brise rafraîchissante l'atmosphère. Un temps idéal pour un match de Quidditch, s'exclama Dubois avec enthousiasme en attaquant son petit déjeuner. Harry n'avait cessé d'observer les visages des élèves de Gryffondor rassemblés autour de la table en se demandant si c'était vraiment l'un d'eux qui avait volé le journal intime. Hermione l'avait incité à signaler le vol, mais Harry n'aimait pas trop cette idée. Il aurait fallu qu'il révèle toute l'histoire du journal de Gédusor et il ne souhaitait pas raviver le souvenir de l'expulsion de Hagrid. Lorsqu'il quitta la grande salle en compagnie de Ron et d'Hermione pour aller chercher son équipe de Quidditch, un autre souci plus grave encore revit le tourmenter. À peine avait-il posé le pied sur la première marche de l'escalier qu'il s'entendit une nouvelle voix. « Tu es cette fois déchiré, écorché. » Il poussa un cri qui fit sursauter Ron et Hermione. « La voix !» s'exclama-t-il en regardant par-dessus son épaule. « Je viens encore de l'entendre, pas vous. » Ron, les yeux écarquillés, fit non de la tête. Mais Hermione se frappa soudainement le front du plat de la main. « Harry, dit-elle, je crois que je viens de comprendre quelque chose. Il faut que j'aille à la bibliothèque. » Et elle monta l'escalier 4 à 4. « Qu'est-ce qu'elle a compris ?» demanda Harry, qui regardait toujours autour de lui pour essayer de localiser la voix. « Beaucoup plus de choses que moi, » dit Ron en hochant la tête. « Mais pourquoi faut-il qu'elle aille à la bibliothèque? C'est toujours ce qu'elle fait, » répondit Ron avec un haussement d'épaule. Dès qu'elle a un doute, elle fonce à la bibliothèque. Indécis, Harry n'avait pas bougé, essayant d'entendre à nouveau la voix. Mais derrière lui, les autres élèves quittaient à leur tour la grande salle dans un grand bruit de conversation et sortaient dans le parc pour se rendre au stade de Quidditch. « Tu ferais bien d'y aller, Ron, » dit Ron. « Il est presque 11 heures, le match va bientôt commencer. » Harry se dépêcha d'aller chercher son imbus de mille et rejoignit la foule nombreuse qui se pressait au dehors. Mais la voix désincarnée continuait de le préoccuper. Il n'arrivait pas à la chasser de son esprit. Sa seule pensée réconfortante lorsqu'il se trouva dans les vestiaires, c'était que les élèves ne subiraient aucune agression tant qu'il serait dans le stade. Les deux équipes s'avancèrent sur la pelouse dans un tonnerre d'applaudissements. Madame Pippin lâcha les balais, tandis que les joueurs de Poufsouffle, vêtus de robes jaune canari, écoutaient les conseils de dernière minute de leur capitaine. Harry venait d'enfourcher son balai lorsque le professeur McGonagall traversa soudainement le stade, moitié marchant, moitié courant. Elle avait à la main un énorme mégaphone violet. Harry eut l'impression que son cœur tombait comme une pierre dans sa poitrine. « Le match est annulé », annonça le professeur McGonagall dans le mégaphone. Une explosion de cris et de huées monta aussitôt des gradins. Olivier Dubois, l'air atterré, se précipita vers le professeur McGonagall sans prendre la peine de descendre de son balai. « Mais, professeur, s'écria-t-il, il faut absolument qu'on joue la coupe Gryffondor. » Le professeur McGonagall ne lui prêta aucune attention et continua de crier dans son mégaphone. « Tous les
les élèves doivent immédiatement retourner dans leur salle commune où il leur sera donné de plus amples informations. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Elle fit alors signe à Harry de la suivre. Potter, il vaut mieux que vous veniez avec moi, dit-elle. En se demandant de quoi on pouvait bien le soupçonner cette fois, Harry vit Ron se détacher de la foule des élèves en colère et courir vers lui. À sa grande surprise, le professeur McGonagall l'autorisa à les accompagner au château. Il vaut mieux que vous veniez aussi, Weasley, dit-elle. Les réactions étaient partagées parmi les élèves qui les entouraient. Certains protestaient ouvertement contre l'annulation du match, d'autres avaient l'air inquiets. Harry et Ron suivirent le professeur McGonagall dans l'escalier de marbre, mais cette fois, ce n'était pas dans un bureau qu'on les emmenait. Vous allez avoir un choc, avertit le professeur d'une voix étonnamment douce. Elle avait pris la direction de l'infirmerie. Il y a eu une autre agression, dit-elle. Une double agression. Encore une fois. Harry sentit son estomac se contracter douloureusement. Le professeur McGonagall poussa la porte de l'infirmerie et les fit entrer. Madame Bonfresh était penchée sur une élève de 5e année et elle avait de longs cheveux bouclés et Harry la reconnut aussitôt. C'était l'élève de Serre-d'Aigle à qui ils avaient demandé par erreur où se trouvait la salle commune des Serpentards, et sur le lit à côté il y avait Hermione, s'exclama Ron. Elle était totalement immobile et ses yeux vitreux étaient grands ouverts. On les a trouvés près de la bibliothèque, dit le professeur McGonagall. Elle leur montra alors un petit miroir circulaire. Ce miroir était par terre, à côté d'elle. J'imagine que vous n'avez pas d'explication. Harry et Ron firent non de la tête, sans quitter Hermione des yeux. Je vais vous ramener à la tour de Gryffondor, dit le professeur McGonagall d'un ton grave. Il faut également que je parle aux autres élèves. À compter d'aujourd'hui, tous les élèves devront regagner leur salle commune à 6 heures du soir. Passé 7 heures, aucun élève ne devra plus quitter son dortoir. À la fin de chaque cours, un professeur vous accompagnera dans la classe suivante. Tous les entraînements et les matchs de Quidditch sont reportés à une date ultérieure et il n'y aura plus aucune activité le soir. Les élèves de Gryffondor, rassemblés dans la salle commune, écoutèrent en silence le professeur McGonagall. Elle enroula le parchemin qu'elle venait de lire et reprit d'une voix étouffée. Je n'ai pas besoin d'ajouter que j'ai rarement été aussi bouleversé. Si le coupable n'est pas bientôt arrêté, il faudra s'attendre à une fermeture pure et simple de l'école. Je demande à tous ceux qui pourraient avoir des renseignements à fournir en rapport avec ces agressions de les communiquer sans délai. Elle sortit avec une certaine maladresse par l'ouverture cachée derrière le portrait de la grosse dame, et les commentaires des élèves commencèrent aussitôt. 2 Gryffondor pétrifiés, sans compter un fantôme, une élève de Serre-d'Aigle et une de Poufsouffle, récapitula Lee Jordan, l'ami des jumeaux Weasley. Aucun professeur ne semble avoir remarqué que tous les élèves de Serpentard sont sains et saufs. Toute cette histoire vient des Serpentards, c'est évident, non? L'héritier de Serpentard, le monstre de Serpentard. Pourquoi est-ce qu'il ne renvoie pas tous les Serpentards, ajouta-t-il en provoquant des hochements de tête approbateurs et quelques applaudissements discrets. Assis dans un fauteuil derrière Lee, Percy ne semblait guère soucieux, pour une fois, d'exprimer son point de vue. Il avait l'air pâle et abattu. Percy était sonné, chuchota George à l'oreille de Harry. Cette fille de Serre-d'Aigle, Pénélope d'Auclair, elle était préfète elle aussi, et il ne pensait pas que le monstre oserait s'en prendre à un préfet. Mais Harry n'écoutait qu'à moitié. Il n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image d'Hermione étendue sur son lit d'hôpital, raide comme une statue. En plus, si le coupable n'était pas bientôt découvert, il risquait fort d'être condamné à passer sa vie chez les Dursley. Tom Jedusor avait dénoncé Hagrid pour ne pas finir dans un orphelinat de moldus, si jamais l'école fermait, et Harry comprenait très bien ce qu'il aurait pu ressentir. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» murmura Ron à l'oreille de Harry. « Tu crois qu'il soupçonne Hagrid ? Il faut aller le voir et lui parler, décida Harry. Je n'arrive pas à croire que ce soit lui le coupable cette fois,
Mais si c'est vraiment lui qui a libéré le monstre il y a 50 ans, il doit savoir comment pénétrer dans la chambre des secrets, et c'est un début. Mais McGonagall a dit qu'on n'avait pas le droit de sortir de la tour de Griffon, de la tour en dehors des heures de classe. Je crois que le moment est venu d'utiliser à nouveau la vieille cape de mon père, dit Harry en baissant encore la voix. Harry n'avait hérité qu'une seule chose de son père, une cape d'invisibilité, longue et argentée. C'était le seul moyen de se faufiler hors de l'école pour aller voir Hagrid sans que personne s'en aperçoive. Ron et Harry allèrent se coucher à l'heure habituelle. Ils attendirent que Neville, Dean et Simus se soient endormis, puis ils se réhabillèrent et s'enveloppèrent dans la cape d'invisibilité. La traversée du château n'eut rien d'une partie de plaisir. Harry était un vieil habitué des promenades nocturnes, n'avait jamais vu autant de monde à cette heure-là. Professeurs, préfets et fantômes sillonnaient les couloirs en marchant deux par deux à la vue de tout signe suspect. Certes, la cape rendait Ron et Harry invisibles, mais elle ne supprimait pas les bruits, et ils faillirent se faire repérer lorsque Ron se cogna l'orteil à quelques mètres du poste d'observation qu'occupait Rogue. Par chance, Rogue éternua bruyamment au moment précis où Ron laissa échapper un juron. Enfin, ils atteignirent avec soulagement le portail de chêne et se glissèrent au dehors. La nuit était claire, le ciel rempli d'étoiles. Ils se hâtèrent en direction de la cabane de Hagrid, dont ils voyaient les fenêtres éclairées, et notèrent leur cap que lorsqu'ils furent arrivés devant la porte. Lorsqu'ils frappèrent, la porte s'ouvrit. Presque aussitôt, Hagrid se tenait sur le seuil, une arbalète à la main, pointée sur eux. Croque-Dur, son molosse, aboyait bruyamment derrière lui. Oh, c'est vous, dit Hagrid, qui baissa aussitôt son arme. Qu'est-ce que vous fabriquez avec ça demanda Harry en montrant l'arbalète. Oh, rien du tout, marmonna Hagrid. Je m'attendais à... mais ça ne fait rien. Entrez, asseyez-vous, je vais vous faire du thé. Il semblait incapable de regarder ce qu'il faisait. Il faillit éteindre le feu en renversant la bouilloire et cassa la théière d'un geste malheureux de son énorme main. Ça va, Hagrid, s'inquiéta Harry. Vous êtes au courant de ce qui est arrivé, Hermione? Oui, je sais, dit Hagrid d'une voix brisée. Il ne cessait de jeter des regards vers la fenêtre et leur versa de grandes tasses d'eau bouillante. Il avait oublié d'ajouter le thé. Il tenait à la main une tranche de cake qui s'apprêtait à poser sur une assiette lorsqu'on frappa vigoureusement à la porte. Hagrid laissa tomber le cake. Harry et Ron échangèrent un regard de panique et se recouvrirent aussitôt de la cape d'invisibilité avant d'aller se réfugier dans un coin de la cabane. Hagrid vérifia rapidement qu'il avait été bien caché, puis il saisit son arbalète et alla ouvrir la porte. Bonsoir, Hagrid. C'était Dumbledore. Il entra, le visage grave, suivi par un homme d'aspect étrange, petit, corpulent, avec des cheveux gris en désordre et une expression anxieuse. L'homme portait des vêtements disparates qui formaient un curieux mélange: costume à rayures, cravate rouge, longue cape noire et bottes violettes à bout pointu. Il tenait sous son bras un chapeau melon de couleur verte. C'est le patron de mon père, chota Ron, Cornelius Fudge, le ministre de la magie. Harry lui donna un coup de coude pour le faire taire. Hagrid était devenu pâle et son visage se couvrait de sueur. Il se laissa tomber sur une chaise et regarda alternativement Dumbledore et Cornelius Fudge. Sale affaire, Hagrid, dit Fudge en détachant les syllabes. Très sale affaire. Il fallait que j'intervienne. 4 agressions contre des enfants de Moldu. Les choses sont allées suffisamment loin. Comme ça, le ministre doit agir. Je n'ai jamais
dit Hagrid en regardant Dumbledore d'un air implorant. Vous savez bien, professeur, que je n'ai jamais grogné Cornelius. Je voudrais qu'il soit bien clair que Hagrid a mon entière confiance, dit Dumbledore, les sourcils froncés. Écoutez, Albus, répondit Fudge, mal à l'aise. Les antécédents de Hagrid ne jouent pas en sa faveur. Le ministère doit faire quelque chose. Les membres du conseil d'administration de l'école se sont consultés encore une fois. Cornelius, je vous répète qu'éloigner Hagrid ne changera strictement rien, reprit Dumbledore. Ses yeux brillaient d'une lueur flamboyante que Harry ne lui avait encore jamais vue. Mettez-vous à ma place, dit Fudge, en tripotant nerveusement son chapeau. Tout le monde a les yeux tournés vers moi. Il faut qu'on me voie agir. Si on s'aperçoit que Hagrid n'est pas coupable, il reviendra chez lui et on n'en parlera plus. Mais il faut que je l'emmène. Je ne ferai pas mon devoir si. M'emmener, dit Hagrid qui s'était mis à trembler. M'emmener où? Pour quelque temps seulement, dit Fudge en évitant son regard. Ce n'est pas une punition, Hagrid, une simple précaution tout au plus. Si on trouve un autre coupable, vous serez libéré de toutes nos excuses. Vous n'allez pas m'emmener à Azkaban, rugit Hagrid. Avant que Fudge ait le temps de répondre, quelqu'un frappa de nouveau à la porte. Ce fut Dumbledore qui alla ouvrir. Harry laissa alors échapper une exclamation qui lui valut à son tour un coup de coude dans les côtes. Lucius Malfoy venait de pénétrer dans sa cabane, enveloppé dans une longue cape noire. Il arborait un sourire glacial et satisfait. Crocture se mit à grogner. « Vous êtes déjà là, Fudge, dit M. Malfoy d'un air approbateur. Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous faites ici? S'exclama Hagrid avec fureur. Sortez de ma maison, mon cher monsieur. Soyez certain que je n'ai aucun plaisir à me trouver dans votre... comment appelez-vous ça? Une maison, répliqua Malfoy en jetant autour de lui un regard dédaigneux. Je suis simplement passé à l'école où on m'a dit que le directeur se trouvait ici. Et que me vouliez-vous exactement? Lucius demanda Dumbledore. Son ton était poli, mais la lueur flamboyante brillait toujours dans ses yeux bleus. Je suis navré pour vous, Dumbledore, répondit M. Malfoy d'un ton nonchalant en sortant de sa poche un rouleau de parchemin. Mais le conseil d'administration de Poudlard estime qu'il est temps pour vous de passer la main. J'ai ici un ordre de suspension vous concernant. Vous y trouverez les 12 signatures réglementaires. Nous avons estimé que vous n'étiez plus à la hauteur de la situation. J'en suis désolé. Combien d'agressions ont eu lieu jusqu'à présent? Il y en a eu 2 de plus cet après-midi, n'est-ce pas? À ce rythme, il ne restera bientôt plus aucun enfant de Moldu à Poudlard. Et nous sommes tous conscients de l'horrible perte que cela représenterait pour l'école. Attendez, attendez, Lucius, dit Fudge, l'air affolé. Dumbledore suspendu. Non, non, c'est la dernière des choses à faire. La nomination ou la suspension du directeur relève de la décision du conseil d'administration. Fudge répliqua M. Malfoy d'une voix douce. Et comme Dumbledore a été incapable de mettre un terme à ces agressions, voyons Lucius si Dumbledore ne peut pas y mettre un terme, qui donc en serait capable, dit Fudge. On voyait des gouttes de transpiration apparaître sur sa lèvre supérieure. Nous verrons bien, déclara M. Malfoy avec un sourire mauvais. Mais les 12 membres du conseil ont voté. Hagrid se leva d'un bond, sa tête hirsute touchait presque le plafond. Et quels ont été vos arguments pour le convaincre? Rugit-il. Les menaces, le chantage? Mon cher Hagrid, dit Malfoy, votre caractère emporté vous attirera un jour de sérieux ennuis. Je vous conseille de ne pas crier comme ça lorsque vous aurez affaire au gardien d'Azkaban. Il n'aimerait pas ça du tout. Vous ne pouvez pas renvoyer Dumbledore, hurla-t-il si fort que Crocture alla se réfugier dans son panier en tremblant. S'il s'en va, les enfants de Moldu sont condamnés. La prochaine fois, il y aura des morts. Calmez-vous, Hagrid, dit sagement Dumbledore. Il se tourna
Lucius Malfoy. Si le conseil d'administration souhaite mon départ, Lucius, je m'en irai bien entendu, mais balbutina Fudge. Non, gronda Hagrid. Le regard bleu de Dumbledore fixait les yeux gris et glacés de Lucius Malfoy. Cependant, reprit Dumbledore en parlant très lentement, comme s'il tenait à ce que l'on perde pas un mot de ce qu'il allait dire, vous vous apercevrez que je n'aurai véritablement quitté l'école que lorsqu'il y aura plus personne pour me rester fidèle. Vous apercevrez aussi qu'à Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui la demandent. Pendant un instant, Harry eut la quasi-certitude que les yeux de Dumbledore s'étaient tournés vers le coin de la cabane où elle s'était cachée avec Ron. Ce sont là des sentiments admirables, déclara Malfoy en s'inclinant. Nous regretterons tous votre façon très personnelle de diriger les choses, Albus, et j'espère simplement que votre successeur saura empêcher que, la prochaine fois, il y ait des morts. Il s'avança vers la porte, l'ouvrit et s'inclina en faisant signe à Dumbledore de sortir. Fudge, qui tripotait toujours son chapeau, attendit que Hagrid passe devant lui, mais Hagrid resta immobile. Il prit une profonde inspiration et dit, en détachant bien ces mots, si quelqu'un voulait découvrir quelque chose, il lui suffirait de suivre les araignées. Elle leur indiquerait le bon chemin. C'est tout ce que j'ai à dire. Fudge le regarda d'un air stupéfait. Voilà, j'arrive, dit Hagrid en enfilant son manteau. Mais au moment où il allait franchir la porte derrière Fudge, il marqua une pause et dit d'une voix forte, il faudra que quelqu'un donne à manger à Crocture pendant que je ne serai pas là. La porte claqua et Ron enleva la cape d'invisibilité. On a vraiment des ennuis maintenant, dit-il d'une voix rauque. Sans Dumbledore, il ferait tout aussi bien de fermer l'école dès ce soir. S'il s'en va, il y aura une agression par jour. Crocture se mit alors à gémir en grattant à la porte. Voilà. C'était la fin du chapitre 14. Et le prochain chapitre sera le chapitre 15. Aragog, excusez-moi. Voilà, donc c'était la reprise des lectures chotées. J'espère que ça vous plaira toujours autant. Peut-être que la vidéo mettra un certain temps à être publiée parce que c'est quand même une grosse vidéo sur 2 chapitres et je me suis un petit peu trompé sur la qualité de la vidéo au début. Mais bon, je fais mon maximum pour que ce soit publié le plus rapidement possible. Du coup, j'ai vérifié et il y a 18 chapitres. Donc ça ferait 15, 16, 17, 18. Donc ça collerait parfaitement. Donc j'espère que si tu es toujours là, que tu es malheureusement pas endormi, ce qui est dommage, n'hésite pas au cas où à aller voir une autre vidéo de relaxation ou pour dormir, j'en ai fait quelques-unes. Et pour les quelques personnes qui seraient encore éveillées ici, j'ai un projet de vidéo, donc de futures vidéos SMR que je ne pense pas avoir vu sur aucune chaîne actuellement. Mais il sera question de faire jouer uniquement les oreilles et pas les yeux pour découvrir